Dans son article concernant l'impact du numérique sur la production littéraire, René Audet affirme qu'en contexte numérique, les contraintes du support encadrent l'écriture, mais qu'elles sont tout autant récupérées par elle. Les 140 caractères de Twitter, la sententialité des statuts Facebook contraignent certes, mais constituent également un terrain de jeu stimulant pour le créateur, qui se voit offrir la possibilité d'un détournement de la technologie. Le numérique appellerait donc un renouveau des modalités de la narration, de nouvelles façons de raconter ou de produire du récit. Les réseaux sociaux font par exemple montre d'une mise à plat des événements qui met sur le même plan la mort de Fidel Castro et les pâtes carbonara de ma voisine et procède d'une indistinction qualitative entre les éléments qui se succèdent sur la page. Une telle dynamique d'indistinction produit parfois un effet d'exhaustivité des contenus, donne l'impression que le web est un peu la mémoire de Funès de Borges, où tout serait consigné. C'est pourquoi Bertrand Gervais, organisateur du colloque, dans son article « Archiver le présent », parle de tentatives d'épuisement en envoyant aux expériences numériques qui ne font qu'accentuer la pulsion du collectionneur traversant déjà beaucoup d'œuvres littéraires. Le web semble rendre possible l'atteinte d'un tel objectif, ou en tout cas rendre plus prégnante son existence, en donnant l'illusion qu'il peut regrouper et archiver toutes les informations en un immense réseau qui ne laisse rien naviguer à l'extérieur de ses filets. Gervais spécifie que ce réflexe de conservation et d'archivage est responsable du caractère hétéroclite et éclectique des éléments recensés et mis en commun sur le web. Ce réflexe d'archivage se porte tributaire d'objets qui souvent n'ont de valeur que dans l'instantanéité de leur émergence. Pour lui, je cite, « Le numérique rend présent le quotidien, donne au quotidien une présence ». Ce présentisme n'est cependant pas le seul vecteur d'un bouleversement du rapport au temps. Audet et Brousseau font par exemple remarquer que la littérature en contexte numérique est définie par l'antéchronologie de la présentation des contenus. Je les cite. « L'archivage sert non pas à une représentation limpide du passé, fixée une fois pour toutes et accessible à loisir, mais bien une conception de la mémoire individuelle marquée par une accumulation d'objets, dans un réseau de sens qui ne peut que se complexifier au fil du temps, en un jeu de renvoi incessant. Cette modification du rapport au temps et à la succession événementielle peut expliquer un changement de modalité de la narration étant elle-même une forme de rapport au temps. » Et ce qu'essaie de rendre clair cette courte introduction, c'est que les œuvres faisant usage des réseaux sociaux permettent de produire une réflexion sur la mémoire et l'expérience du quotidien en mettant à mal leur propre narrativité. C'est ce que je vais chercher à explorer ici, grâce à deux récits qui font usage du numérique, l'un pour se constituer et l'autre pour être diffusé. Ces œuvres sont respectivement The Unsecret Life of Samantha C. de l'auteur Ella Lamine et Madeleine Project de Clara Baudou. J'ai d'ailleurs fait circuler dans la salle mon exemplaire du documentaire de Baudou et quelques pages que j'ai imprimées. C'est pas exhaustif, il n'est pas complet, du livre de Lamine, que j'ai, en ce moment, je le possède juste en PDF, là, c'est introuvable. Donc, l'auteur nous l'offre gratuitement et généreusement aujourd'hui. Donc, des caractéristiques comme la mise à plat événementielle, le réflexe archivistique et le bouleversement chronologique me serviront de base pour déployer une analyse des textes, mais participeront aussi ultérieurement à une réflexion plus générale sur le genre biographoïde auquel appartiennent les deux œuvres. Alors, The Unsecret Life of Samantha C. est, comme l'explique son auteur Ella Lamine, d'abord une exposition muséale, puis, je cite, « un livre se situant entre le catalogue d'exposition, le roman graphique et le livre d'artiste. Ce dernier étant pensé et traité comme une pièce à part entière de l'exposition. » Le processus de création de Lamine commence lorsqu'elle choisit au hasard une personne sur Facebook qui offrait sans le savoir une partie de ses données numériques qu'elle désignait de publiques sur le réseau. Ainsi, pendant une période d'1 an et demi, Lamine récolte les données de cet inconnu, puis les transforme en collage où elle imagine la vie, qui est peut-être celle de Samantha. Le livre, d'un caractère très hybride, se compose d'une introduction bilingue, anglais et français, écrite par Lamine, suivie d'un texte en français d'Aïcha Filali, accompagné de commentaires Facebook qui sont récupérés de la page de Samantha. Suit un texte en arabe de Slimane El Kamel, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pardonnez-moi mon arabe, et finalement un texte de Anne-Marie Butler intitulé 11 Comments, poème fait ce qu'elle appelle des digital scraps. Plusieurs entrecroisements se produisent dans cet étrange texte. Les premiers entre plusieurs médiums, puisque la peinture, la photographie, l'écriture s'y mêlent. Mais comme le livre est issu d'une exposition, il y a aussi mixité des supports de l'œuvre. Se mélangent enfin plusieurs types de discours, puisque les poèmes, le contenu visuel et critique se chevauchent et sont tous portés finalement par divers intervenants qui eux aussi coupent leur voix pour parler de cette énigmatique Samantha. De l'aveu de Lamine,
Il est crucial que ce projet soit un travail collaboratif entre plusieurs intervenants. Cet ouvrage, dit-elle, ne doit pas être un simple contenant indépendant du contenu. C'est d'ailleurs en sa globalité qu'il revêt tout son sens. L'esthétique du collage répond à une approche collective de la création, très proche du numérique, esthétique qui, je cite encore la mine, consiste à réunir ou associer des éléments qui étaient au départ détachés et les mettre en cohabitation afin d'y faire émerger un sens. C'est aussi l'impression que cherche à susciter le segment composé par Anne-Marie Butler, où se succèdent des réflexions critiques d'Éridienne et des poèmes composés à partir des contenus Facebook de la mine, de Samantha et de Butler elle-même, donc qui sont mélangés ensemble. Et l'objet final, composite, est donc bâti à partir de contributions qui sont elles-mêmes hybrides. Il ne faut donc pas concevoir l'ouvrage comme un ensemble de micro-récits étanches les uns aux autres, mais comme une espèce de macro-récit mosaïque. Ces brèches participent de la même déstabilisation du lecteur dans son geste interprétatif. Elles rendent laborieuse et labyrinthique sa progression à travers l'objet. La narration, donc toujours brisée, favorise l'émergence d'une pluralité d'avenues interprétatives et dédaigne l'idée d'un parcours linéaire, chronologique, soit un parcours qui, dans le fond, ne rendrait pas justice à celui effectué par la mine sur la page de Samantha. Au nombre des stratégies de dissolution narrative du texte, on compte la décision de reproduire tels quels les commentaires Facebook, sans explication et surtout sans correction grammaticale ou orthographique de leur contenu. Il y a, par l'irruption de ces commentaires, une disruption du discours tenu par l'étoile de la mine, qui essaie de raconter par bribes des images qui autrement resteraient voilées. Ainsi, les commentaires nous donnent des indices sur le contenu originel des photographies de Samantha. Grâce à eux, on devine par exemple un mariage, une naissance, etc. Mais cette narration ne procède que par segments, tâtonnements, points à relier, polyphoniques et anonymes. Ces commentaires racontent Samantha, mais ils ne forment pas récit, ils la circonscrivent de manière périphérique. Il y a ici intrusion dans l'objet livre comme dans le sujet Samantha, de discours autres et multiples, une perte d'unicité de la voix romanesque qui fait écho à la perte d'unicité caractérisant par exemple une prise de parole sur les réseaux sociaux. Se trouve donc formellement reproduite la cacophonie qui caractérise Facebook et sa succession de posts. La mine signifie ainsi qu'une partie du discours qu'elle organise lui échappe fondamentalement et ne peut que rester étrangère, même si sa pratique cherche à l'englober et du coup l'altère immanquablement. L'analogie avec le médium duquel sont extraits les matériaux de l'œuvre se poursuit, car comme le mentionne l'intervention de Butler, et là si je traduis de l'anglais, la spontanéité visuelle de Facebook est subvertie à travers le travail de marquage à l'encre et à la peinture auquel sont soumises les images. Tandis que prendre une photo et la poster sur Facebook fournit une gratification digitale instantanée, la préparation et l'anticipation de l'exposition de la mine reportent cette satisfaction. La galerie devient le profil Facebook, une partie de la chaîne d'interprétation qui ne sera pas interrompue à la fin du spectacle. Elle spécifie encore avec Kamel que si les images en ligne peuvent être reproduites à l'infini, l'exposition portant sur Samantha cherche à la fois à resingulariser des images, leur potentiel oratique, mais aussi à leur donner de nouveaux contextes qui augmentent de manière exponentielle leur usage futur, étant donné l'ouverture qui les caractérise. Or, si le processus de composition de l'objet est participatif, sa lecture doit l'être tout autant, puisqu'elle convoque l'usage et la connaissance de 3 langues différentes. J'ai essayé de le rendre sensible dans les extraits que j'ai choisi de vous montrer. D'ailleurs, le fait qu'il y ait passage d'une langue occidentale, comme le français ou l'anglais, à une langue orientale, comme l'arabe, brouille la linéarité du récit, puisqu'il y a convocation de régimes lectoraux radicalement différents. En effet, en plus d'être confronté à 2 alphabets, 2 systèmes graphiques différents, le lecteur est forcé de passer d'un mode de lecture gauche-droite à un mode de lecture droite-gauche, avant de repasser au premier mode de lecture une fois le centre du livre traversé, donc ce qui brise la linéarité du processus. Les locuteurs trilingues qui possèdent une connaissance de ces 3 langues sont donc les seuls à pouvoir déchiffrer le livre en entier sans faire appel à un tiers, sans le concours d'une médiation supplémentaire, ce qui contribue à l'opacité du texte déjà produite par l'illisibilité sémantique des poèmes de Butler ou encore par la difficulté de repérer le contexte d'origine des photographies. Il faut aussi dire que les segments d'arabe contenus dans les commentaires Facebook passent parfois à l'anglais et au français au sein d'une seule phrase et que souvent les mots sont translittérés, c'est-à-dire qu'ils sont issus de l'arabe, mais qu'on les a transposés en alphabet latin. Le numérique, notamment les réseaux sociaux, que l'on désigne souvent comme des espaces où il fait bon de s'exhiber, est réemployé ici pour remplir donc une fonction inverse d'obscurcissement, ou comme le laisse entendre Kamel, pour révéler l'opacité inapparente mais intrinsèque à ces modes de représentation de soi.
Ainsi, le nom d'emprunt que la mine utilise pour couvrir l'identité de Samantha, Samantha-ci étant un pseudonyme inventé par l'auteur, est révélateur de ce double mouvement, surtout pour les lecteurs polyglottes. Dans ce nom, on peut entendre à la fois « si », le verbe « voir », qui renvoie à la démarche d'espionnage de la mine, comme à la pulsion scopique qui dicte les conduites de chaque individu sur les réseaux, mais aussi le « si » du conditionnel en français, qui renvoie quant à lui aux potentialités de la vie de Samantha que la mine et ses collaborateurs explorent par l'imaginaire. Si la mine utilise les réseaux sociaux comme matériau de son projet biographique, le travail de Clara Baudou, quant à lui, publié initialement sous l'hashtag puis sous le titre Madeleine Project, procède d'un mouvement inverse, en mettant à contribution les artefacts biographiques qui sont ensuite diffusés et mis en forme grâce au numérique. En novembre 2015, Clara Baudou commence à publier des tweets où elle révèle la vie de l'ancienne habitante de son nouveau logement. On découvre avec elle Madeleine, qui aurait eu 100 ans au moment où commence l'aventure. Baudou poste des photographies d'artefacts qui l'accompagnent de commentaires et de questions qu'elle adresse à cette Madeleine, absente, sur laquelle elle s'interroge et dont elle essaie de deviner l'existence à travers ces objets. Grâce à ses lecteurs, le projet de Baudou est lui aussi teinté d'un aspect collaboratif et dialogique, ne serait-ce qu'en raison des tags qui y foisonnent ou de la part accordée aux entrevues des proches de Madeleine. Outre la contribution des internautes, l'écriture à la deuxième personne du singulier, souvent sous forme interrogative, fait du texte une adresse à Madeleine, crée l'illusion d'un dialogue en temps réel, ce que permet normalement Twitter. Le médium renforce ainsi l'illusion d'une conversation, même si celle-ci n'est finalement qu'unidirectionnelle. Il est à noter que si le Madeleine Project a continué d'évoluer après l'apparition du bouquin en une nouvelle saison de tweets, je ne considère pour les besoins de cet exposé que les 2 premières saisons, donc celle ayant fait l'objet d'une publication, celle que vous pouvez tenir entre vos mains aujourd'hui. Le médium de base, Twitter, y est donc transposé avec le texte sur la page du livre papier et devient une partie intégrante du discours de l'œuvre. L'une des raisons qui me motive à ne travailler que sur cette portion, en dehors de la contrainte temporelle, évidemment, est que le livre imprimé exige, comme le dit Baudou, d'arrêter le temps et d'arrêter le flux Twitter à un instant T, comme le temps qui fut figé dans son sous-sol. Car Baudou le spécifie elle-même, elle n'est pas, je cite, à la recherche d'un temps perdu, mais d'un temps vécu, de fragments d'une mémoire traversée par l'histoire, d'un temps donc suspendu, et qui attend le passage d'une autre, l'investissement d'une nouvelle voie pour être réactualisé. À la Madeleine de Proust, intertexte fort du texte, à la fois en raison du nom de la protagoniste et parce qu'il m'enseigne la quête d'un passé révolu, se substitue donc la Madeleine, avec la majuscule du nom propre, de Baudou. Celle-ci, faite de chair, une chair dans laquelle s'est inscrit le temps, et en retour, un temps auquel Baudou semble vouloir donner chair par son travail de recensement compulsif, par sa narrativisation des artefacts trouvés. Le projet interroge et donne à voir ce qu'un individu conserve, les objets qu'il accumule de son passé, ceux qu'il investit d'affect. Un peu à la manière d'un mur Facebook, la cave de Madeleine devient une espèce de wall avant la lettre. Se succèdent sur ce mur donc des photos où les bibelots côtoient les unes de journaux sur lesquels s'affichent des grands titres historiques. La grande et la petite histoire s'emboîtant l'une dans l'autre sans qu'on sache bien laquelle est portée par l'autre. Le fait de photographier d'anciens journaux est en soi un phénomène intéressant, le quotidien étant une forme de discours conçu pour se performer dans l'instantanéité. Le journal relève de l'éphémère parce qu'il s'occupe de l'actuel, de l'immédiatement périssable, ce qui fait écho aux tweets, eux aussi initialement destinés à être ensevelis peu après leur apparition. D'en produire systématiquement des clichés semble témoigner d'un effort de les rapatrier dans un autre rapport au temps, à la mémoire. C'est d'autant plus vrai qu'en marge des pages sont numérotés les jours d'enquête, scansion qui rappelle celle du journal intime, exercice de consignation du quotidien par excellence. Les tweets eux-mêmes sont accompagnés de leur date de publication, puisqu'ils sont des captures d'écran, c'est-à-dire qu'ils cherchent littéralement à figer ces tweets dans leur temps d'énonciation, à les capturer. Ces éléments contribuent à bouleverser le rapport au temps du récit, à subvertir la chronologie, mais aussi à mettre de l'avant l'ouverture de l'œuvre. L'impression des hyperliens vers des pages Etsy, des tweets précédents ou de l'enregistrement audio de certains sons ou entrevues, une fois transposés dans l'objet livre, rendent ces informations caduques, inaccessibles au lecteur, en même temps qu'elle les donne à voir. Donc, elle met en scène leur inaccessibilité. Celui-ci, le lecteur, doit obligatoirement quitter l'objet livre pour y accéder, ce qui insiste sur la nécessité de sortir du texte pour entrer dans le réseau qui permette ses allers-retours et ses percées propres au numérique. Car l'hyperlien convoque, je cite Audet, des contenus, mais appelle à la fois une fragmentation, une interruption. La lecture s'y translinéarise et le texte même se déchire, ouvrant à des espaces distincts, ici internes à l'œuvre, là externes et étrangers. En même temps,
Son aspect périssable désigne, selon Gervais, sa propre précarité, et le livre ne fait que reconduire ce dysfonctionnement en puissance. L'Incipit le dit, Madeleine Project est ce hashtag devenu le temps d'une course folle contre le temps, contre la mort et l'oubli, une formule magique qui convoque la vie comme un coquillage, le bruit de l'océan. Si on se fie à la terminologie de Gervais, alors que la mine archive le présent, c'est l'archive qui est présentisée par Baudou. Elle est propulsée dans un temps présent par l'accolement de l'artefact à l'hashtag, ravalé dans l'actuel. Baudou parle d'ailleurs des fossiles de Madeleine. Or, un fossile constitue une trace du passé que les couches successives du temps ont rendu solide, mais il s'agit aussi de la trace d'une absence, celui-ci dessinant les contours d'un objet organique désormais devenu absent, disparu. Cette préoccupation quant aux possibilités de restituer ce qui manque à l'appel, traversant l'œuvre de Baudou, mais aussi celle de Lamine, est peut-être le symptôme de rapport au numérique, mais dépend aussi très certainement du caractère biographique de leurs entreprises respectives. En effet, si elles ont le même type de rapport aux matériaux biographiques, elles s'inscrivent de manière presque inverse dans leur façon de pratiquer le numérique. Oui, c'est ça. La première, donc la mine, se sert du numérique pour récupérer un matériau biographique à partir duquel elle produit un récit, tandis que la seconde, Baudou, fait usage d'un support numérique pour diffuser un matériau biographique, et ce, toujours dans une logique d'épuisement archivistique. Or, je cite Bertrand Gervais, les tentatives d'épuisement ne témoignent plus du singulier, mais du général, de l'universel. Elles nous montrent que nous sommes sans pour autant passer par la médiation d'un sujet. Difficile de ne pas voir dans cette citation une définition en négatif du biographique, qui cherche généralement à faire justement d'un sujet singulier, d'un destin particulier, la courroie de transmission d'un récit pour produire un effet d'universalité sous le signe de l'expérience individuelle. Si le projet biographique propose de saisir une vie dans sa totalité, il doit néanmoins se soumettre à l'impératif du choix et discriminer certains éléments privilégiés ou non par la narration et par la cohérence générale que l'on essaie d'insuffler à une existence. Samuel Archibald le note. Le numérique produit une déstabilisation de la valeur documentaire, vient mettre à nu et dénaturaliser les médiations inhérentes à la constitution de n'importe quel document. Or, il est évident qu'un genre comme le biographique repose en grande partie sur la question de l'archive et du document en tant que matière première de l'écriture. Subvertir la valeur de ces témoignages par l'intrusion de ces formes dans l'espace numérique paraît par conséquent détourner le projet biographique dans son essence même. De ce point de vue, la tradition biographique semble d'abord inconciliable avec le foisonnement propre au numérique. Cependant, l'éclatement ou l'inversion de la narrativité, si elle semble contre-intuitive dans le cas de textes biographiques classiques, s'inscrit en contrepartie dans un mouvement de restauration du genre qui a cours depuis au moins les 20 dernières années. En ce sens, parce que le numérique et les nouvelles formes du biographique cherchent à dynamiter les formes de la narration classique, leur alliage est plus que souhaitable et beaucoup moins malaisé d'ailleurs qu'il n'y paraît. Alexandre Géffen souligne d'ailleurs que les blogs sont pensés comme un espace de mise en scène ou de construction identitaire, leur statut esthétique étant en général rapporté par analogie à celui du journal personnel et rattaché au modèle discursif des écritures de vie. Le simple fait que le mur Facebook s'appelle un timeline ou que Snapchat nous permette de raconter notre story est assez révélateur. Si les récits de vie envahissent la toile, il est néanmoins clair que le numérique transforme inévitablement la manière dont nous racontons ceux-ci. Plus encore, la subversion de la narrativité s'accompagne souvent, et c'est le cas d'ailleurs pour nos textes, d'une subversion de l'octorialité qui rend l'écriture plus anonyme, plus participative. À partir de ces remarques, qui constituent encore un travail préliminaire, je conclurai en proposant qu'on trouve peut-être ici une réponse partielle pour expliquer l'impressionnante quantité de projets d'écriture numérique qui ont partie liée avec le biographique et vice-versa. À la manière d'une réaction chimique, l'éclatement narratif qui s'empare de ce genre et de ce médium devient d'autant plus actif lorsqu'ils sont mis en contact et de la même manière sont fréquemment mis en contact en raison de la réaction exponentielle qui en résulte. Si tout se transforme et que rien ne se perd, assurément quelque chose se crée, car le numérique, parce qu'il s'ancre dans la collectivité, invite à penser autrement le déroulement d'une vie singulière, mais aussi de celui qui la prend en charge par l'écriture. Merci.